CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. 19h passées de 30 minutes, vous avez reconnu l'indicatif de CRIF Mag. On se retrouve en ce mercredi 18 octobre, en compagnie de beaux invités ce soir. Nous avons l'honneur d'avoir Annie Lévy Mosiconati. Bonsoir. Bonsoir Karine. Alors, vous allez devenir une habituée des émissions bien, moi, là. du Avec CRIF. toujours un grand plaisir, je me retrouve là. Alors, vous êtes conseillère municipale, conseillère communautaire, vous êtes adjointe aussi à la ville de Marseille et vous êtes présidente de l'association I2M qui est Innovons pour Marseille Métropole. Alors, à vos côtés ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Amin El Khatmi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la Radio J de Marseille et dans l'émission du CRIF Marseille-Provence. Vous êtes adjoint PS à la mairie d'Avignon. Vous êtes président du Printemps républicain et auteur d'un livre, Non, je ne me tairai plus, qui est paru aux éditions Lattès. Hier soir, vous avez réuni Monsieur El Khatmi en face de Monsieur Bernard Ravet. Alors, Monsieur Bernard Ravet n'est pas présent ce soir parce que nous l'avions déjà interviewé pour son livre Principal des collèges ou Imam de la République qui est paru aux éditions Kéro et qui est ancien principal de collège. Donc vous avez réuni tout ce beau monde pour parler du retour du religieux et l'école de la République. Tel était le thème. Alors, Madame Lévy Mosiconati, si vous voulez, on va commencer par vous. Alors, vous aimez quand même regrouper les gens qui n'ont pas la langue de bois. Mais je pense que sur ce sujet-là, il fallait surtout ne pas l'avoir parce que si on veut progresser, et c'était le sous-titre aussi de notre émission, c'était quelle réponse apporter pour construire la citoyenneté. Donc l'idée, c'était ça. Donc si on continue à avoir une langue de bois sur des sujets aussi importants, on ne fait pas avancer notre société. Donc Amine, que je salue là, Amine, on ne se quitte plus là maintenant, entre hier et aujourd'hui. Salut Annie. Salut. Et Bernard Ravet, c'est un homme de terrain, Bernard. C'est ça, j'allais vous demander. C'était important pour vous de confronter l'homme de terrain, qui est Bernard Ravet, principal de collège, avec l'homme politique aussi. Qui est un homme de terrain. Parce que qui est un homme politique et de terrain quand aussi, on fait Amine de la El Khatmi. politique, justement, il ne faut pas être hors sol. Et je pense qu'Amine c'est le comme moi, principe. voilà, on n'est pas hors sol. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on n'écoute pas assez les femmes et les hommes de terrain. D'accord. Et je pense qu'hier, ce qui m'importait, c'était que des hommes, là il s'agissait d'hommes, et peut-être moi aussi, de femmes, finalement, de terrain, parlent de sujets qui les intéressent et qu'ils connaissent. Alors, vous avez réuni ce beau monde, mais vous aviez quand même une idée derrière la tête, puisque à travers votre association, Innovons pour Marseille Métropole, vous avez quand même envie d'aller beaucoup plus loin, et pas simplement de faire une conférence et de créer des espaces de travail. Oui, l'idée de l'association, c'est justement de créer cette plateforme citoyenne participative où justement des citoyens, des habitants, et en l'occurrence là marseillais ou métropolitains, puissent venir réfléchir avec d'autres citoyens, mais avec des experts qui viendraient les éclairer à un temps donné. C'est ce qu'on a fait hier, c'était la première étape de cette réflexion. La deuxième étape, c'est ce que je leur ai dit hier en quittant les adhérents de notre association, c'est de dire « It's up to you », c'est à vous de jouer maintenant. Vous avez entendu des experts, vous allez lire leurs ouvrages, vous allez réfléchir et on va cheminer. Et donc, je les ai invités à faire partie, ce qu'ils voulaient, bien sûr, on n'oblige personne, de faire un groupe de travail en espérant qu'Amine El Khatmi et Bernard Ravet puissent être un petit peu les experts de leur travail pour essayer de sortir des actions pratiques qui pourraient faire avancer autour de cette problématique qui est importante, c'est le fait religieux, la montée du fait religieux et l'école de la République. Alors Amine El Khatmi, le thème d'hier soir était plus exactement le retour du religieux et l'école de la République. Est-ce qu'on peut concilier les deux ? Non, on ne peut pas concilier les deux. En tout cas, quand on entend par école, l'école publique d'une république laïque. Évidemment, la religion, l'histoire des religions a sa place dans un travail pédagogique mené notamment par les professeurs d'histoire, ce n'est pas le sujet. Mais quand on parle de faits religieux, on parle en réalité de manifestations visibles, ostentatoires, selon la formule consacrée, de l'appartenance à une religion. Or, l'école doit être un espace de neutralité.
en tout cas l'école publique. Je mets évidemment de côté le caractère tout à fait particulier des établissements privés confessionnels, qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques. C'est un autre sujet. Mais à l'école publique, l'école de la République, l'expression du fait religieux n'a pas sa place. Or, ce que nous constatons sur le terrain, que ce soit Bernard Ravet, et en réalité, il y a des dizaines et des centaines de Bernard Ravet dans ce pays qui tirent la sonnette d'alarme depuis bien longtemps. C'est plus Souvent, d'ailleurs... Excusez-moi, monsieur Al-Khatmi, c'est plus qu'une sonnette d'alarme, parce que vous le disiez, c'est vrai, les signes ostentatoires de religion doivent rester à la maison, en bref, si je résume un petit peu, et ça ne doit pas entrer dans l'école, puisqu'on est dans l'école de la République. Or, quand on voit les constats d'hommes de terrain comme Bernard Ravet, non seulement on en est loin, la sonnette d'alarme depuis très longtemps a été tirée. Alors, comment faire parce que la question est là, pour faire prendre conscience à la population de l'importance de l'école de la République, de cette intégration aussi? Il faut d'abord le faire prendre conscience aux responsables politiques. D'accord. Car ce sont eux, en réalité, qui sont en responsabilité et qui ont entre les mains les leviers qui peuvent nous permettre de changer la situation. Or, vous dites, ça fait longtemps, et je l'ai dit, vous avez raison de reprendre le propos, ça fait longtemps... Enfin, si on se réfère, je vous coupe juste une dernière fois, parce que je pense que vous connaissez ce livre. Même dans les années 90, il y avait un livre qui... Voilà, c'est devenu une référence maintenant. Oui, il y a 15-20 ans, c'était un peu dur quand même, quand il est sorti le livre. C'était un livre, je rappelle simplement à nos auditeurs, qui tirait la sonnette d'alarme sur la montée du phénomène religieux dans les quartiers, de l'antisémitisme, de l'homophobie aussi, de beaucoup de choses. Bien sûr, mais quelle a été la retranscription politique ou la conséquence, j'allais dire, politique de ce livre? Il n'y en a pas eu. Avons-nous eu dans ce pays un vrai débat, mais pas un débat comme ça à la va-vite, un vrai débat avec l'ensemble de la société sur ce que devait être l'intégration, sur quel avenir on offre aux enfants issus des diverses vagues d'immigration, sur ce que veut dire être patriote, sur ce que doit être la politique de la ville. Aujourd'hui, et tous les gouvernements sont responsables, soyons clairs, la politique de la ville consiste en une espèce de saupoudrage généralisé d'associations auxquelles on a légué des missions de service public, car c'est aussi ça la réalité, et auxquelles on file des subventions, on octroie des subventions sans vraiment être certain du résultat. Or, la réalité, c'est qu'il faut mener une réflexion de fond, et y compris sur la question de la politique de la ville. Mais la situation, si vous le permettez, par rapport au moment de la parution des territoires perdus de la République est bien plus dramatique, puisque aujourd'hui, déjà sur les constats que pointait le livre, est venu s'ajouter le terrorisme. Et la montée du fondamentalisme religieux et de l'islamisme. Et ça, évidemment, ça rend la situation encore plus grave parce que les conséquences de ce fondamentalisme religieux viennent se rajouter à ce que décrivait déjà avec beaucoup de justesse le livre dont vous parlez. Alors justement, en parlant de livre, je le disais en début d'interview, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Non, je ne me tairai plus ». Il est assez dur comme livre et vous en arrivez à des constats assez... c'est bien tranché. Hein. Donc, on vous parlait de l'islam, vous parlez donc du rapport entre la gauche et la façon de voir l'islam. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Oui, parce que je crois que dans un pays qui a connu 300 morts en 5 ans, les discours tièdes n'ont pas leur place. Et les Français attendent de nous, oui, des réactions beaucoup plus fermes et beaucoup plus radicales, même si le terme peut paraître un peu compliqué. Je vous donne juste un exemple. Vous réfutez l'idée d'un racisme d'État en France à l'égard des populations étrangères. Ça, vous le balayez. Mais évidemment, c'est absolument absurde qu'il y ait dans ce pays des individus racistes, comme cela existe partout dans la planète, évidemment. Mais laisser sous-entendre que ce racisme ne serait pas le fait de quelques individus, mais qu'il serait intrinsèquement lié à l'organisation sociale, politique, économique de l'État, c'est un non-sens. Non, il n'y a pas aujourd'hui de racisme construit, voulu par le gouvernement. Alors dire cela, ça ne me fait pas nier, et ce n'est pas l'enfant des quartiers populaires d'Avignon qui va pouvoir nier cette réalité, qu'il y a bien sûr pour un certain nombre de nos compatriotes qui portent des noms comme les miens et ont ma couleur de peau, probablement un peu davantage de difficultés à trouver du travail, à se construire un avenir, à se construire une place tout simplement dans la société, et il faut évidemment
les aider, les accompagner et que la République leur tende la main pour les sortir des situations d'impasse dans lesquelles ils se trouvent. Mais dire ou laisser sous-entendre que la France serait structurellement raciste, c'est-à-dire organisant massivement, volontairement, avec l'appui de l'appareil d'État, comme on a pu le connaître il y a quelques décennies malheureusement, cela est faux. Et ce n'est pas plus vrai pour le racisme d'État que pour l'islamophobie supposée de la France. La réalité, c'est que une partie de la gauche a abandonné la défense de la patrie. Et moi, j'assume de me revendiquer patriote. Nous avons abandonné cette idée parce que nous avons considéré que c'était le terrain gardé du Front National. Et par paresse intellectuelle, nous avons fini par associer tout ce qui pouvait se rapprocher du bleu, blanc, rouge à Jean-Marie Le Pen et aux fachos. Moi, je revendique à gauche, au nom même de l'histoire de la gauche, et j'invite mes camarades, notamment du Parti Socialiste, à relire les écrits de Jaurès sur l'attachement à la patrie. Défendre la patrie, défendre les valeurs républicaines, défendre le droit à la sécurité pour tout le monde, ce sont des valeurs de gauche, et moi, je ne veux plus laisser la défense, le monopole de la défense de la patrie à l'extrême droite, qui en fait évidemment une cause bien délétère. Alors vous dites que votre livre c'est une mise au point, et là je pose la question à vous deux, vous dites que c'est le ras-le-bol d'un élu musulman, parce que je vous cite, et socialiste qui ne supporte plus le silence de son parti. Alors j'aimerais bien avoir votre avis à vous deux, bon je le connais un petit peu parce que c'est vous qui le dites. Madame Lévy-Mosicanotti, vous êtes d'accord Oui, bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec Amine et puis d'autres écrivains aussi, comme Jean Birbaum qui a écrit Le silence religieux. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on peut se poser la question de savoir pourquoi des socialistes, dans lesquels je me retrouve aujourd'hui en Jaurès notamment, pourquoi on est aussi frileux à défendre la laïcité, l'universalisme de nos valeurs et de notre façon d'appréhender les valeurs de la République. Et je suis très étonnée quand je vois que certains seraient attirés par des assignations identitaires qui ne ressemblent pas aux valeurs qui font aujourd'hui, moi, cette femme de gauche. Donc oui, en effet, je te rejoins tout à fait, Amine, quand tu dis il faut se réarmer. Il faut réarmer la République. Et en effet, c'est une responsabilité qu'il faut que l'on prenne très rapidement pour défendre des valeurs de façon quasiment offensive pour aller défendre la laïcité, l'universalisme. Et en tant que femme politique aussi, je pourrais dire qu'on a une responsabilité. Et les communautés aussi ont une responsabilité quand elles acceptent notamment, proposées par les politiques qui ne devraient pas le faire, de choisir par exemple dans des listes électorales les gens en fonction de leur appartenance à des communautés. Arrêtons de travailler comme ça, et sur le plan des communautés, et au niveau des élus. Non, on doit faire des listes par rapport à l'intérêt citoyen que les gens ont et apportent dans un rapport avec un projet politique. Donc je crois qu'on a une responsabilité commune, aussi bien au niveau des élus, des gens qui font de la politique, mais également des responsables communautaires. Arrêtons de jouer à ce jeu-là qui nous amène que d'exacerber des identités à l'endroit où nous avons vraiment une urgence à parler universalisme et à se réarmer pour défendre la République. Alors Amine El-Khatmi, vous êtes aussi président du Printemps républicain. Expliquez-nous ce qu'est le Printemps républicain. Écoutez, le Printemps républicain, nous l'avons créé au printemps 2016. L'idée, justement, c'est partant des constats que nous venons de faire avec Annie et qu'elle a excellemment fait à l'instant, en partant du constat aussi qu'il y avait une offensive contre la laïcité. Ça a aussi été l'un des sujets de discussion hier soir avec les amis à Marseille, sur cette vision de la laïcité qui est maintenant adjectivée. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y aurait une laïcité tolérante et une laïcité qui ne le serait pas, ou une laïcité qui serait radicale, ou qui serait même l'œuvre, et c'est un journaliste de Libération qui a écrit ça, il nous a qualifié de laïciste. Et on voit très bien vers quoi l'utilisation de ce mot renvoie, laïciste, où immédiatement ça résonne comme extrémiste. Et donc nous serions des radicaux de la laïcité. En réalité, la laïcité n'a rien de radical. Elle est ce qui protège. Elle est, comme l'a très bien
expliquait Caroline Fourest dans l'un de ses derniers essais, un glaive et un bouclier. Et donc, nous avons créé ce collectif, le Printemps républicain, pour dire, et qui se réclame de la gauche, qui est ouvert aujourd'hui à toutes les sensibilités républicaines, mais les initiateurs, les premiers signataires à l'origine se réclament plutôt de la gauche et veulent porter précisément, face à un certain nombre de renoncements, d'errements d'une partie de la gauche, un discours offensif sur la défense de la République et de la laïcité. Mais je voudrais quand même, parce qu'on a parlé du Parti socialiste, et le malheureux, il est en bien mauvais état, donc je ne voudrais pas trop l'accabler non plus. Il faut bien sûr dire qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont eu des comportements qui sont inadéquats. Quand je pense à un ancien candidat à l'élection présidentielle, M. Hamon, qui, face à la polémique du bar de Sevran, vous savez, ce fameux bar où des femmes n'avaient manifestement pas le droit de rentrer, et plutôt que de prendre en féministe qu'il prétend être la défense de ces femmes spontanément et sans sourciller, M. Hamon est allé nous expliquer que, bon, oui, c'est pas très bien ce qu'ont fait ces gens-là, mais qu'enfin, dans les cafés ouvriers des années 30 en France, on faisait la même chose. Donc, bien sûr, il y a ce genre de dérive. Et en même temps, j'y tiens, il y a eu au sein de la gauche des voix qui n'ont jamais tremblé. Je rappelle que Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre, a été l'un des plus offensifs sur ces sujets. Et que lorsqu'il a pris la décision au ministère de l'Intérieur d'interdire le spectacle de Dieudonné, parce que l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et que des élites dans ce pays aient pu ouvrir leur salle à un antisémite notoire, récidiviste, condamné par la justice pour cela, eh bien, le fait que ces spectacles aient été annulés a été le résultat de l'action d'un ministre de l'Intérieur à l'époque socialiste. Et donc, je dis cela pour rappeler que c'est un peu plus complexe. Oui, il y a au sein de la gauche des gens qui sont un peu perdus sur ces sujets, mais il y a aussi des vigies, des lanceurs d'alerte, et je crois que de temps en temps, il faut leur rendre hommage et rappeler ce qu'a été leur œuvre et leur action. Alors justement, Amine El Khatmi, je vous ai demandé de définir votre association dont vous êtes président, le Printemps républicain, parce que les gens s'y perdent. Il y a beaucoup d'associations qui se créent, beaucoup de choses qui arrivent. Moi, je voudrais que vous me disiez, en face de ça, ce que vous pensez. Est-ce que vous ne trouvez pas cette association dangereuse, celle qu'on nomme les indigènes de la République ? Évidemment, et nous n'avons... Pourquoi je vous le demande ? Parce que c'est bien peut-être de poser les choses et d'expliquer aussi. Oui, il faut expliquer à vos auditeurs, expliquer aux citoyens, aux Français de manière générale. Vous avez, nous en avons déjà parlé d'ailleurs, quand nous avons évoqué la question du supposé racisme d'État ou de la supposée islamophobie d'État. Eh bien, le Parti des indigènes de la République est un mouvement politique dont l'objet quasiment unique d'ailleurs, c'est de dénoncer le fait que la France aurait à l'égard des descendants des populations colonisées, qu'ils appellent des dominés, une dette, et que ce serait un pays structurellement raciste. Ce sont des gens, et la porte-parole de ce parti, qui donc défend une vision très communautariste, et donc une vision insupportable de la société, qui est une vision très anglo-saxonne, et même, il s'appelle Ouria Boutelja, est allé expliquer que si une femme noire était violée par un homme noir, elle pouvait ne pas porter plainte pour ne pas porter atteinte à l'intérêt supérieur de la communauté noire. Mais enfin, quand on en arrive à tenir de tels raisonnements, à justifier le viol d'une femme parce que l'intérêt de la communauté serait supérieur, ce sont des propos qui sont absolument insupportables et inacceptables. Et donc, il faut combattre ces mouvements indigénistes, ces mouvements qui organisent désormais des réunions non mixtes. Ils appellent ça la non-mixité, c'est-à-dire tout simplement des réunions interdites aux Blancs. Ils ont fait ça à Reims 2 années de suite, mais quand vous vous présentez comme des antiracistes, commencez par poser comme premier acte le fait que la réunion que vous allez organiser est interdite aux Blancs est une ineptie dont chacun voit l'immensité. Donc il faut se battre contre ces mouvements qui sont fort heureusement, il faut le dire aussi aujourd'hui, assez dérisoires. Ils n'ont pas d'audience nationale quotidienne, ils ne se présentent pour l'instant pas aux élections, etc. Mais enfin, il faut quand même être vigilant, veiller à ce que justement leur poids dans le débat public ne prenne pas trop d'importance, et c'est aussi un des objectifs
du printemps républicain que de veiller à cela. Alors ma question, la suivante, s'adressera à vous deux. En ce moment, l'actualité judiciaire est vraiment déchaînée par l'ouverture du procès pour complicité du frère de Mohamed Merah. Je voudrais avoir votre sentiment sur... J'imagine que vous avez un petit peu suivi l'évolution du procès et même sur la nécessité d'un tel procès. Oui, alors, est-ce qu'il est assez médiatisé? Est-ce que réellement les gens se rendent compte un petit peu de ce qui est en train de se jouer là où on découvre finalement aussi la situation de certaines familles aussi, qui sont empêtrées dans des visions très, très restrictives du monde. Et lorsqu'on en discutait d'ailleurs hier ensemble, c'est de dire mais comment faire aujourd'hui pour faire que les gens puissent se retrouver, se vivre ensemble qui aujourd'hui manque, et peut-être une des raisons aussi de cette montée de cette haine de l'autre qui peut prendre des formes de radicalisation. Et finalement, quel est le terreau de cette radicalisation? Est-ce que c'est pas l'enfermement dans des préjugés qui deviennent vraiment meurtriers? Donc c'est peut-être cette vision qu'il faut peut-être avoir en tête et réfléchir aujourd'hui quelles sont les actions à mener pour ne pas arriver à ce qu'on puisse encore élever des jeunes dans cet obscurantisme, et comment dans une société qui finalement ne permet plus finalement la rencontre de l'autre et la perte aussi des repères moraux que la République pourrait nous apporter, amène aussi à ces formes de violence et de radicalisation qui aujourd'hui sont intéressantes aussi pour l'élu que je suis, de dire comment peut-on, quelles sont les actions à mener pour qu'on ne puisse pas créer ce terreau de cette radicalisation, de cette haine du juif, de cette haine de l'autre, qui peuvent de ce fait permettre avec les réseaux sociaux et amener à ce genre de situation. Voilà ma réflexion, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas celle que Amine aura. Oui, même question, Amine. Je partage. D'abord, ce procès doit être l'occasion de se souvenir des victimes, les victimes de l'école Ozar Torah, les militaires tués, dont Imad Ibn Ziaten, le fils de Latifa Ibn Ziaten, qui aujourd'hui accomplit sur tout le territoire un travail formidable. Ce procès, il dit beaucoup de choses aussi, parce que voilà une famille là qu'on découvre sous les, j'allais dire, malheureusement, on aurait préféré ne pas les connaître, mais sous les feux des projecteurs. Et vous avez un témoignage qui est très intéressant, c'est le témoignage d'Abdelghani Merah, qui est en rupture avec la famille, qui est un républicain, etc., et qui dit, mais moi, évidemment, je ne cautionne pas ce qu'a fait mon frère, et je me désolidarise de cette famille, ce n'est plus ma famille, mais moi j'ai été aux premières loges. Et j'ai vu comment nous avons été élevés dans la haine, et notamment la haine du juif et la haine de la France. Depuis que nous étions gamins, nos parents, notre mère, nous expliquaient que les juifs étaient des ennemis, que nous n'étions en France que pour un moment, que nous finirions par rentrer en Algérie parce que les Français sont racistes, ne nous aiment pas. Et il dit, bien sûr, qu'évidemment ce qu'a fait mon frère est effroyable, mais que des Mohamed Merah potentiels, il y en a énormément, parce que on a été élevé dans la détestation de ce pays, et en particulier dans la détestation du juif. Et on voit bien, je crois que le président de la République a eu parfaitement raison de poser ces mots quand il a dit trop souvent, on prend prétexte de l'antisionisme, qui en fait, en réalité, n'est qu'un déguisement pour cacher l'antisémitisme qui, lui, est derrière et est bien réel. Donc, je crois que c'est un cas d'école, cette famille, et que nous aurons tout intérêt à bien étudier ce qui s'est passé au sein de cette famille, car en réalité ce n'est pas un cas isolé, et malheureusement je constate dans les quartiers que je visite quasiment toutes les semaines que des familles Merah, au sens large du terme, il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, Amine et Annie, permettez-moi de vous appeler ainsi, de vous remercier. Je voulais vous remercier pour cette interview, en espérant vous recevoir très très bientôt. Alors, je rappelle, Annie Lévy-Mozy-Konetti, que vous êtes conseillère municipale, conseillère communautaire adjointe à la ville de Marseille. Vous êtes aussi la présidente de cette association Innovons pour Marseille Métropole. Alors, le prochain rendez-vous, c'est en février. Vous recevrez le professeur Axel Kahn pour une... Non.
C'est pas ça. C'était l'année dernière, ça. Oh là là. Axel Kahn qui nous suit depuis le début. Non, la prochaine réunion. Alors il faut le dire à 17 ceux qui font novembre. votre communication de faire attention parce qu'elles sont collées l'une à côté de l'autre et fatalement on croit que la On peut prochaine. le refaire venir en février si ça vous fait Voilà. plaisir, Karine. Donc, Mais la prochaine réunion, c'est le Dites-nous. 17 novembre et on va faire venir un politologue qui s'appelle Joël Gombin. C'est notre politologue de l'étape, aixois, et qui va nous parler de la Ve République et de l'effet Macron. Voilà. Ah, d'accord. Donc, une question, une réflexion et Oui. aussi d'un cheminement qu'il va Ok. falloir qu'on Vaste intègre. sujet. Oui, oui, je pense. Vaste sujet. Tu es bien sûr le bienvenu, Amine. Avec Alors, plaisir. donc je vous dis, niveau communication, une à côté de l'autre, c'est pas possible. hein. Donc, On va le dire, on va il le faut dire. le dire. Ensuite, eh bien, Amine El Khatmi, je rappelle que vous êtes adjoint PS à la mairie d'Avignon. Donc là, je me trompe pas, vous êtes toujours président du Printemps républicain. Toujours. Toujours, et auteur du livre Non, je ne me tairai plus, que l'on peut retrouver aux éditions Lattès. Alors je le renomme parce qu'on a eu le plaisir de l'interviewer dans le CRIF Marseille-Provence et que c'était une belle rencontre aussi. Bernard Ravet, qui est ancien principal de collège, vous pouvez toujours aussi acheter son livre Principal de collège ou imam de la République aux éditions Quéro. Eh bien, messieurs, dames, je vous remercie infiniment. À très très bientôt sur Merci. cette antenne. CRIF Merci à Mag, vous. merci. CRIF Mag est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.